messieurs. Merci d'avoir traversé cette vague de chaleur. On dit que c'est une plume de chaleur pour venir ici à l'Hôtel d'Angleterre à cette invitation importante que de pouvoir rencontrer des élus, des conseillères et des conseillers d'État. J'y tenais, j'y tiens. Effectivement, la pandémie a un peu bousculé le programme. C'est toujours un moment important pour moi que de pouvoir non seulement présenter, mais aussi échanger. Alors certes, il y aura une présentation sur ce qu'est le département de la cohésion sociale, ses enjeux et ses quelques réalisations. Et puis j'aimerais surtout qu'on arrive à garder un moment pour échanger sur les préoccupations qui sont les vôtres et les projets, les éléments que vous souhaitez pouvoir partager avec moi. Qui est effectivement hérité construit un nouveau département à mon arrivée en 2018. Et si le budget marche, ce serait mieux, sinon on fait comme ça. Merci. Puisque, petit mot de contexte personnel pour vous indiquer que j'ai grandi dans cette cité, la cité des Avanchelles. Pendant à peu près 24 ans, j'y ai fait toutes mes classes et c'était un moment très important, évidemment, dans une vie d'un enfant, mais très intéressant. La cité des Avanchelles se terminait de se construire, l'immeuble que vous voyez en 78 était vraiment en train de se finir. Et donc on a, les nouvelles habitantes et les nouveaux habitants, investi cette nouvelle cité avec une multiculturalité assez géniale. Et c'est en grandissant évidemment avec ces enjeux-là qu'est née chez moi cette envie du collectif, cette envie de l'association. Et après un séjour classique aussi d'orientation, puis à l'école de commerce de Genève était pour moi une orientation assez claire pour devenir travailleur social. Je travaillais dans des foyers pour adolescents, si possible les plus difficiles, qui sont les plus à défi, comme j'aime à les appeler. Une vie associative aussi riche, 6 ans au service de protection des mineurs. Et puis en parallèle de ce travail plutôt individuel avec des personnes concernées, il y avait un intérêt pour moi d'être un peu plus macro et d'utiliser mes compétences dans le domaine politique, et donc un grand conseil 2001-2003 et ensuite à la mairie de Vernier entre 2003 et 2018. Donc 15 ans de vie passionnante à la tête de la mairie de Vernier, et puis depuis 2018, évidemment, vous le savez, au Conseil d'État. Je ne sais pas le marché. Ah voilà, j'ai réussi. Je suis intéressé par... pour que vous puissiez arriver à comprendre dans quels éléments je suis quand je suis en fonction au sein du Conseil d'État, j'aime bien rappeler quelques éléments de contexte auxquels je suis particulièrement attentif. Souvent, on lit ici et là que le monde est en crise. D'ailleurs, la pandémie, on dit que c'est une crise de la pandémie. On rêve aussi d'un nouveau monde. Merci beaucoup. On aborde des questions de crise financière, budgétaire. Et donc on dit souvent que c'est un monde en crise. Je pars du principe que nous ne sommes pas dans un monde en crise. Nous sommes dans un changement de monde. Un changement de monde profond, avec des grosses plaques tectoniques qui bougent et qui n'arrêtent pas de bouger, et pour lesquelles effectivement il faut, à mon sens, très rapidement trouver un certain nombre de réponses. Pour appuyer cette démonstration, peut-être quelques éléments de chiffres, puisqu'en 1900, nous étions sur Terre 1,6 milliard d'habitantes et d'habitants. En 2000, nous avons dépassé les 6 milliards, et en 2050, nous envisageons 9,7 milliards d'habitantes et d'habitants. Un autre chiffre qui m'intéresse, et vous le verrez encore plus dans le lien que je vais faire sur une des préoccupations que j'ai, et qui marque très fondamentalement pour moi ce changement de monde, est l'allongement de la vie. Certains disent vieillesse, moi je préfère parler d'allongement de la vie, je trouve ça plus joli et plus intéressant dans les défis qu'il porte. Puisqu'en 1970, à Genève, est-ce que vous savez combien nous avions de centenaires? 0. Il n'y avait pas de centenaire en 1970. En 1980, il y en avait 4. En 1990, 38. En 2000, 72. Et en 2021, 176. Rien que ce phénomène
du nombre de personnes qui atteignent un magnifique âge de 100 ans est à relever pour montrer et démontrer la question de l'allongement de la vie. La question de la qualité de la fin de vie n'est pas ici citée, parce que certes on augmente en âge, mais évidemment la question de la qualité de la vie se posera évidemment en termes d'enjeux. Puis l'espérance de vie aussi augmente, avec l'âge qui augmente également, mais aussi, parce qu'on doit toujours corréler lorsqu'on parle de l'espérance de vie de la personne qui devient âgée, mais aussi le nombre d'enfants. On corrèle ça avec le taux de natalité qui est très bas à Genève. On a gagné. En 1900, nous étions à 46,2 de l'espérance de vie pour les hommes, 48,8 pour les femmes, et en 2019, nous étions à plus de 82 ans pour les hommes et 86,7 pour les femmes. Un autre élément pour être aussi illustratif dans les engagements auxquels nous sommes confrontés est celui de l'emploi. Vous y êtes bien évidemment concernés. Comment est-ce que s'organise la question de l'emploi, comment on la réfléchit? Et lorsqu'on se rappelle que, par exemple, dans les années, juste après la guerre, il y avait 50% d'emplois dans le domaine agricole, aujourd'hui c'est à peine 1%, et l'Union européenne déclare que 54% des métiers seront automatisés d'ici 2030. 8 enfants sur 10 aujourd'hui, en 2022, ne connaissent pas le métier qu'ils vont faire demain. 8 enfants sur 10. Et donc c'est un phénomène très important, parce que nous connaissions je dirais, une dynamique assez traditionnelle en termes d'emploi. On rentrait en apprentissage, on faisait toute sa carrière dans une même entreprise, on la quittait avec beaucoup d'amitié et de fidélité. Mais aujourd'hui, on rentre tard sur le marché de l'emploi, on fait 4, 5, 6 métiers différents, avec un autre phénomène qui s'accroît, qui est celui des ruptures, ou autrement dit des passerelles entre ces emplois. Il y a aujourd'hui, et toujours été bien marqué par une situation d'une personne qui travaillait dans une banque avec un très bon poste, et qui a connu effectivement ces moments de rupture avec un divorce, puis une perte d'emploi, puis une inscription à l'Office cantonal de l'emploi, puis une inscription à l'aide sociale à Genève. Et ces moments de rupture que nous ne connaissions au fond qu'au moment de la jeunesse, puis au moment de la retraite, eh bien ces moments de rupture-là, dans une vie, dans une carrière personnelle et professionnelle, sont des moments qui sont très sensibles. Très sensibles parce que c'est là où effectivement les accidents de la vie, les incidents sont particulièrement difficiles à vivre. Et on a un système d'assurance sociale qui a été fabriqué, pensé dans les années du XXe siècle, au moment où on avait quelque chose de linéaire et de stable, ce qui n'est pas le cas évidemment aujourd'hui. J'aime à rappeler aussi que dans l'emploi, dans l'allongement de la vie, et dans d'autres phénomènes tels que la communication, par exemple, eh bien, il a fallu 75 ans pour avoir 50 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs de téléphone. Il a fallu 13 ans pour avoir 50 millions de télévisions. Il a fallu 35 jours pour avoir Angry Birds sur nos portables. Et donc cette capacité d'innovation, cette capacité d'information et de communication ont évidemment des impacts sur la façon dont nous gérons notre marché, notre entreprise, nos clientes et nos clients, nos bénéficiaires. Et en ce sens, je pense qu'on a des éléments, encore une fois, que je prends comme des défis plutôt que des contraintes. Fort de tout cela, nous avons à créer des nouveaux repères. Et quand je dis nous, c'est évidemment les femmes et les hommes politiques, mais ce sont aussi les actrices et les acteurs du monde de notre société, les acteurs économiques, et la façon dont nous pouvons imprimer des choses différentes. Et en ce sens, nous avons, au sein du gouvernement, décidé de la création d'un nouveau département. On a fait assez vite l'analyse d'une présidence unique pendant 5 ans avec ses limites. Et nous y avons renoncé, privilégiant plutôt un tournus. Et dans ce sens, cela crée l'opportunité d'un département de la cohésion sociale dans lequel il y a les affaires sociales, la culture, le sport et les communes, avec aussi là des éléments intéressants sur lesquels je vais revenir.
Sur le chapitre de l'action sociale, sur le 2,2 milliards de budget que je gère, c'est 2,1,5 d'affaires sociales, 2 milliards, et puis environ une soixantaine de millions pour la culture et le sport. Vous voyez que c'est un élément important, et 97% de ce budget sont des prestations sociales que nous délivrons tous les mois aux bénéficiaires. Si le nombre de collaboratrices et de collaborateurs est d'environ 550 en direct, il faudrait encore rajouter les institutions qui sont en lien avec le département. Je pense à l'Office général par exemple, les 6300 collaboratrices et collaborateurs, les établissements pour l'intégration, à peu près 800, la Fondation pour l'animation socioculturelle, plus de 1500. Donc si on a une vision assez large de l'ensemble des institutions qui nous sont rattachées, on a effectivement un département important. Peut-être quelques éléments sur lesquels je pourrais m'arrêter en termes de prestations, d'actions que nous avons menées et qui répondent à quelques enjeux que j'ai trop rapidement brossés. J'ai proposé 4 heures et quart de conférence, on m'a dit que c'était un poil trop, alors on m'a donné une demi-heure. J'ai essayé d'être assez précis. Le premier élément sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est ce qu'on appelle entre nous, en tout cas c'est le sigle de la loi, la LAPSA, c'est la loi sur les personnes sans abri, et qui offre pour la première fois à Genève un droit à des personnes qui sont sans abri. Nous avons plusieurs catégories. Il y a des personnes qui sont en rupture et de manière forte et marginalisées depuis longtemps. Il y a des personnes qui sont de passage à Genève, et il y a des personnes qui effectivement perdent des logements. Vous savez que le droit suisse en matière de bail est extrêmement précis et clair, et dès lors que le processus s'engage, il y a des situations dramatiques qui peuvent s'opérer s'il n'y a pas des réactions de la part du locataire. Et donc un beau travail réalisé avec les communes genevoises pour répartir les compétences. Trop souvent encore, on se disait, c'est pas moi, c'est l'autre. Et cette politique du ping-pong, je ne la supportais plus, parce qu'elle se fait sur le dos des moins privilégiés, des plus vulnérables. C'était ceux qui n'ont rien demandé, qui ont juste besoin d'avoir un toit, un minimum, et ainsi qu'un encadrement et de quoi manger. Donc on a pas mal travaillé sur un dispositif de répartition des compétences. Nous l'avons formalisé au travers d'une loi, la LAPSA. Et puis restait effectivement en novembre dernier à la mettre en œuvre, s'assurer que tout le monde faisait le job. D'un côté les communes avec la mise à disposition de logements, d'abris ou de structures en surface, et du côté du canton, l'ensemble du dispositif socio-sanitaire pour permettre de soutenir le dispositif. Un autre élément qui m'importe lorsque j'aborde la question de la situation des familles, c'est évidemment le poids que représentent les subsides d'assurance maladie, les primes d'assurance maladie dans un ménage. Inutile de vous rappeler que nous sommes dans un système très performant, mais aussi particulièrement onéreux pour les familles. Et à la faveur d'une discussion que nous avons eue au Conseil d'État sur la mise en œuvre de la volonté du gouvernement de réformer l'imposition des entreprises, dit RFFA, nous avons pris le pari qui a été accepté de faire en sorte que 1 franc de baisse fiscale égale 1 franc de subside d'assurance maladie. Nous étions dans un système de subside à Genève où il y avait des tarifs, enfin des propositions à 30 francs, 40 francs et 90, ce qui dans une prime ordinaire est bien déjà d'avoir 90 francs par mois, mais largement insuffisant. Et donc ceci nous a permis deux éléments majeurs. Ces nouveaux subsides ont permis d'abord de toucher plus de 125 000 personnes, et en particulier cette fameuse classe moyenne, celle qui gagne, vous savez, juste trop pour pouvoir obtenir des subsides de l'État, quels qu'ils soient d'ailleurs, et qui ne gagne pas assez pour pouvoir être confortable dans son budget et accepter quelques dépenses supplémentaires. Donc à partir de là, en augmentant l'assiette de la population concernée et en augmentant les montants jusqu'à 300 francs maximum, eh bien là on peut avoir une véritable action dans le porte-monnaie des gens en faisant en sorte qu'effectivement cette prime d'assurance maladie
puisse baisser. Bien sûr, ceci a un coût. Comme on avait 186 millions de baisse fiscale prévue, on a injecté 186 millions pour les primes d'assurance maladie. Alors certains ne le voient pas parce que c'est sur le décompte de l'assurance maladie, mais c'est un effort important que nous avons consacré aux revenus disponibles pour les familles, qui, soit dit en passant, est le plus faible de Suisse. Crédit Suisse a confirmé 2 études sur le sujet. Le revenu disponible pour une famille en comparaison de tous les cantons suisses est le plus faible à Genève, vu les charges que nous connaissons. Et donc il y avait un intérêt à cibler les personnes qui sont à cette fameuse classe moyenne inférieure, les personnes qui sont à l'aide sociale ou à l'Office cantonal de l'emploi, un revenu qui est fixé par les normes, la prise en charge par exemple de l'entièreté des primes d'assurance maladie, mais quand on gagne juste 1 franc de plus que du barème de l'hospice général, eh bien, on a droit à rien. Et ça c'était rendu compliqué. Autre élément sur lequel j'ai proposé une nouvelle loi qui n'existe pas, c'est la question de l'endettement, et en particulier du surendettement. C'est une situation particulièrement difficile pour les familles, les personnes, puisque contrairement à tout ce qu'on pense, le surendettement n'est pas lié à une gestion peut-être audacieuse de son budget, ou des natels, où on dit ah mais il a de natels, non, ce qui provoque le surendettement, ce sont 3 postes. Ce sont les impôts en premier lieu, ce sont ensuite les loyers et les assurances maladie en particulier. Et puis ensuite vient la question de la consommation. Mais ces 3 postes-là sont évidemment très gourmands dans une situation de surendettement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler sur cette thématique? D'abord parce qu'elle permet de régler des situations pour les entreprises, parce que lorsqu'il y a des dettes, l'entreprise n'est pas payée. C'est la même chose pour les impôts. Lorsque l'État a un certain nombre de débiteurs, et ça a été un manque à gagner pour les impôts cantonaux. Et puis nous savons que les dettes aujourd'hui sont des freins majeurs à l'insertion professionnelle. Si vous voulez travailler à l'État, vous devez être complètement exempté de dettes. Si vous voulez travailler dans des communes, si vous voulez travailler dans certaines entreprises de nettoyage, eh bien, lorsque vous produisez ce fameux document qui indique des dettes, eh bien, ça pose effectivement très clairement une barrière à l'engagement. Et donc, il y a aussi un intérêt à travailler sur la question du surendettement pour faire en sorte de libérer, ou en tout cas d'augmenter les chances d'accessibilité sur le marché de l'emploi. Un mot s'agissant de la crise Covid, puisque nous l'avons vécu toutes et tous en étant à Genève. D'autres l'ont encore plus vécu avec des situations en effet de crise alimentaire majeure et grave. Certaines et certains se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucun revenu, étant licenciés par voie d'SMS ou même avec un silence. Et donc du coup, vous avez malheureusement toutes et tous en tête ces files d'attente à la patinoire des Vernets, où chacune et chacun qui avait besoin pouvait obtenir un cabas alimentaire. Et bien cette crise alimentaire a suscité de la part de mon département une grande mobilisation pour répondre à cela, financer Partage, qui est notre banque alimentaire, avec un crédit voté par le Parlement de 5 millions, et puis une organisation décentralisée après l'expérience de la patinoire des Vernets dans les communes pour continuer à distribuer de l'aide alimentaire. Et si on a connu une petite descente à la fin de la pandémie, au printemps, on a aujourd'hui malheureusement le devoir de constater que les préoccupations en matière alimentaire sont présentes. Je m'arrête un petit instant sur la nouvelle loi que le Conseil d'État a adoptée il y a de cela 1 mois et demi, qui s'appelle la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, qui est une loi qui vise à travailler sur des dispositifs en lien avec l'aide sociale, donc comment peut-on bénéficier de l'aide sociale, à quelles conditions, mais surtout avec quelles missions. La dernière révision date de 2012, elle a été soumise au peuple et acceptée par celui-ci.
Mais entre 2012 et 2022, il y a effectivement un monde qui a passé. Et les dispositifs tels qu'ils avaient été imaginés en 2012 ne sont plus valables aujourd'hui. Et donc, on a mis un accent particulier sur quelques objectifs, notamment sur les questions de logement, sur les questions de santé et sur les questions d'insertion professionnelle et sociale. À titre d'exemple, on appelle la franchise sur le revenu, c'est lorsque vous êtes bénéficiaire de l'aide sociale et que vous avez un travail. Et bien, il faut être aujourd'hui, selon la loi, il faut être au minimum à 50%, pour pouvoir commencer à toucher une centaine de francs du fruit de votre travail. Donc vous êtes à 60%, et puis il vous manque un revenu dont vous pouvez bénéficier d'un complément de l'aide sociale. Eh bien, ce supplément de revenus de la part d'une activité professionnelle est en déduction de l'aide sociale, ce qui pose évidemment des problèmes. C'est pas très incitatif que de devoir aller travailler pour n'obtenir au fond qu'une centaine de francs. Donc on a révisé cette franchise sur le revenu, on n'est plus parti sur un 50% obligatoire, parce qu'on sait aussi que la personne n'a pas toujours le choix de son pourcentage de travail. Et on est parti plutôt sur le fait qu'un franc gagné est un franc gardé. On part du principe que les personnes, même à 40%, peuvent utiliser une partie de leur revenu d'une activité professionnelle. On le sait d'autant mieux que 80% des recrutements se font hors des annonces TPG, tribune de Genève, je dois avoir le dimanche, la tribune de Genève du jeudi. Ça veut dire que majoritairement, les recrutements se font par le bouche à oreille, par la connaissance, par des réseaux sociaux. Et c'est donc nécessaire, important, essentiel pour des gens qui sont un peu éloignés du marché de l'emploi de revenir, même à temps partiel, pour arriver effectivement à se recréer du réseau, des connaissances, etc. Que si un patron entend parler de quelqu'un, il puisse en parler à son tour. Cette loi est en cours d'examen auprès du Parlement, la Commission des Affaires sociales. Je pourrais vous en parler des heures, mais le temps m'est compte. Qu'à la faveur d'une question, je répondrai évidemment à celle-ci. Si je vous ai donné tout à l'heure quelques chiffres relatifs aux seniors, à cet allongement de la vie, c'est parce qu'il y a inévitablement un besoin de travailler sur la question des seniors. Aujourd'hui, chaque fois qu'on parle des seniors, c'est pour parler du coût qu'ils représentent. Un senior, ça coûte cher. Et chaque fois qu'on parle des seniors, c'est pour parler de la santé, des hôpitaux, etc. Or, je pars du principe que l'inscription des seniors dans notre vie, surtout lorsqu'ils vivent plus longtemps, doivent pouvoir être prises en compte dans toutes leurs dimensions. Aujourd'hui, penser aux seniors, c'est penser à l'aménagement du territoire, c'est penser à la question de la mobilité, c'est penser à une question d'accès au numérique, penser au logement. Aujourd'hui, on continue de construire des immeubles avec du baignoire parce que la directive dit qu'il faut construire du baignoire dans chaque immeuble et dans chaque appartement. Or, on sait que la baignoire est un frein pour rester à domicile puisque la personne rencontre des difficultés à enjamber la baignoire. Mais on continue, parce que la directive dit qu'il faut construire des baignoires, à faire des baignoires dans les appartements. Donc, pour vous dire à quel point c'est transversal, on reproche souvent à l'État d'être par silo, mais là, on est typiquement sur une problématique ou un défi transversal. Et on parle de l'éducation et de la formation continue, on parle de l'aménagement du territoire, de la mobilité, des transports publics. Tout le monde est concerné par la question des seniors. J'insiste sur un point de partage entre le canton et les communes. J'ai beaucoup insisté, et certainement parce que j'ai été président de l'association des communes genevoises, sur l'aspect de proximité que représentent les communes et qui peuvent développer toute une série d'actions majeures et fortement appréciées, notamment par ce public des seniors. J'insiste là-dessus parce que l'isolement des personnes âgées tue plus que l'obésité et le tabac passif. L'isolement tue plus que le tabac passif et l'obésité. Et on fait comme s'il ne se passait rien comme phénomène. Oui, il se passe des phénomènes graves et importants. Et l'échelon fabuleux pour traiter ces questions
de lutte contre l'isolement, d'aide administrative, de soutien à l'alimentation et à des activités sociales. Ce sont les communes. Donc on s'est mis d'accord, après quelques années de discussions intenses, sur une répartition là aussi des tâches entre le canton et les communes. Nous avons signé un accord sur une révision de la loi, sur un règlement d'application qui fixe effectivement le cadre attendu des uns et des autres. Ce d'autant que tout ce que nous faisons pour les seniors en termes d'adaptation serviront aussi à d'autres populations, je pense notamment à des personnes en situation de handicap. L'objectif que j'ai est non seulement les soutenir dans le cadre d'une activité d'hébergement, ce sont les établissements pour personnes en situation de handicap, mais aussi d'ouvrir la question du handicap, pas seulement aux institutions, mais dans notre société, et donc de plaider pour qu'il y ait une inclusion nouvelle des personnes en situation de handicap. Souvent, et trop souvent encore, lorsqu'on évoque la situation des personnes en situation de handicap, on évoque des problèmes de mobilité, chaises roulantes par exemple, mais peu sont abordées des thématiques comme par exemple celui de l'handicap psychique. On ne sait pas trop comment faire, comment on aborde ces questions-là. Et pourtant, il y a toute une série de choses que l'on peut, et au premier rang desquelles l'administration peut tout à fait donner l'exemple aussi, il n'en est pas un pour l'instant, mais vraiment travailler sur un dispositif plus inclusif pour des personnes qui rencontrent un certain nombre de difficultés. Donc, nous connaissons à Genève une situation d'une extraordinaire richesse. Nous sommes des régions les plus dynamiques d'Europe, j'allais dire du monde, mais c'est vrai qu'on est dans un incroyable mouvement fort et on connaît une augmentation très importante du PIB ces dernières années. Vous connaissez les résultats des comptes du canton de Genève en 2021 avec plus 1,5 milliard de revenus supplémentaires malgré ce qu'on a entendu sur les effets de la crise. Et pourtant, dans ce phénomène de richesse, nous connaissons des situations de pauvreté, de grave à peu grave, mais il y a à Genève des situations, des quartiers dans lesquels effectivement la richesse n'est pas distribuée de la même manière. Et donc le Centre d'analyse territoriale des inégalités, le CATIGE de l'Université de Genève, a ainsi durant 3 rapports montré un peu ces inégalités dans le canton. Comment est-ce que s'opère, comment est-ce que se voit, comment est-ce que s'analyse selon 6 critères la situation à Genève. Les rapports sont particulièrement intéressants parce que, bien entendu, on sait, ici et là, celles et ceux qui sont très mobiles dans le canton le voient bien, mais fondamentalement, comment est-ce que les choses s'opèrent et surtout comment est-ce que les communes aussi peuvent avoir une meilleure connaissance plus fine de leur situation territoriale et donc de pouvoir ensuite agir. Parce que quand on a un phénomène très important de chômage dans un quartier, eh bien on peut agir sur ce quartier. Et c'est l'objectif de la politique de cohésion sociale en milieu urbain, c'est de donner des moyens supplémentaires à des quartiers, respectivement des communes, pour faire face à des phénomènes que nous connaissons. Et en ce sens, on a lancé plusieurs appels à projets pour dynamiser cette vie associative et communale pour permettre effectivement de répondre à un certain nombre d'enjeux. Domos est un nouveau projet que nous avons lancé au 1er juin. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance du logement dans l'insertion sociale et professionnelle. Difficile est la situation de pouvoir se projeter dans un avenir quand on ne sait pas où on va dormir, et on a un certain nombre de personnes qui le vivent. Encore plus dramatique est la situation de perte d'un logement pour une personne ou une famille, parce que ça veut dire aussi quitter ses repères, son école, son activité. Et donc on a avec les propriétaires, les régies, la SCOCA, travaillé à l'élaboration d'un projet qui s'appelle Domos, qui est un projet pilote que nous avons lancé au 1er juin et qui vise tout simplement à très rapidement arrêter le processus qui se met en route lorsqu'on évoque un retard de paiement. Avec un seul jour de retard de paiement, les choses peuvent s'enclencher. Et donc on a monté un dispositif qui est le suivant. Il s'agit dans un premier temps de constater un retard de paiement. Donc il y a un premier rappel, puis un deuxième rappel.
Et ensuite de ce deuxième rappel, il y a une mise en demeure, et là vous avez 30 jours pour payer votre arrivée de loyer. Faute de quoi, le processus s'enclenche, et la régie et le propriétaire sont légitimés pour être dans une rupture de bail. Quand on connaît la difficulté à retrouver un logement, on a tout intérêt à maintenir les gens dans leur logement, si évidemment ils ne posent pas plus de problèmes que la question du loyer. Et lorsqu'il y a une mise en demeure envoyée par une régie, il y a un formulaire avec une enveloppe qui est adressée au locataire concerné. Et là, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un de l'hospice général, un travailleur ou une travailleuse sociale, et un accord avec une fondation privée qui permet en 48 heures de payer la dette. Ainsi, on peut immédiatement arrêter le processus juridique et travailler sur la gestion de la dette, la gestion du loyer, la gestion d'un revenu avec des professionnels. Toujours sera la responsabilité du locataire de réagir. S'il décidait de ne pas ouvrir son courrier, de ne pas réagir, de faire autrement, c'est évidemment son choix. Sa responsabilité est de réagir ou pas, mais s'il le fait, il y a une réponse qu'on peut donner, professionnelle et financière. Donc je dirais sur deux montants en retard, on est en capacité d'immédiatement arrêter le processus. C'est un projet pilote sur 2 ans, je vous l'ai dit, qui sera évalué par des personnes externes au département et qui nous montrera si on peut, continuer, parce que ça répond à des besoins, et 2, si on doit le modifier pour qu'il puisse encore être utile, ou alors on arrête. Moi, j'aime assez les projets pilotes, les tester, les évaluer, et si ça ne joue pas, ça ne me dérange pas d'arrêter une action si celle-ci ne correspond plus aux besoins. J'en ai lancé beaucoup à Vernier, j'en ai arrêté quelques-unes parce que ça ne marche pas, c'est pas grave, mais au moins on a essayé. Un mot de culture, qui est un élément important pour le département, avec une situation où, historiquement, la commune qui est très, très active en matière de culture, vous la connaissez, c'est la ville de Genève, elle a depuis plusieurs centaines d'années travaillé sur le phénomène. C'est une intention politique, certes, mais c'est aussi des donations de généreux mécènes qui ont donné des bâtiments, qui ont organisé des structures telles que l'ESR par exemple, l'Orchestre de la Suisse romande. Et c'est en étant dans cette relation de mécénat que la ville a pu augmenter évidemment son patrimoine et son activité au sein de la culture. Et le canton s'y est mis petit à petit. Je ne parle pas des écoles d'art ou des formations de ce type, je parle bien d'une action directe. Et avec une initiative que le peuple genevois a votée à plus de 83%, qui fixe dans la Constitution une répartition différente du financement entre le canton et les communes. Eh bien, on travaille aujourd'hui, encore cet après-midi, pour la fin de l'été, à une nouvelle loi sur la culture qui intégrera de nouveaux dispositifs de coordination et de co-financement. On développe 4 axes, notamment l'un qui m'importe, qui est celui de l'accès à la culture. On a un magnifique champ de progression pour permettre à celles et à ceux qui le souhaitent de pouvoir approcher l'art et la culture, d'en faire, mais aussi de pouvoir y être confrontés. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a pas mal développé, depuis que je suis arrivé, des activités du Fonds cantonal d'art contemporain, où on finance des œuvres. On a un beau stand à Art-Genève, mais aussi dans la rue. Dans quelques jours, vous serez certainement ébahis par les nouvelles œuvres que nous avons installées sur la plaine de Plainpalais, sur les immeubles qui sont autour de la plaine de Plainpalais. Si vous allez prendre le tram direction Vernet, il y a aussi de magnifiques œuvres d'art. Si vous allez sous le couvert de là où il y a l'arrêt de tram de la gare Cornavin, pas celle qui est sur la rue de Lausanne, mais celle qui est vraiment couverte, là il y a des œuvres magnifiques. Elles sont assez discrètes pour celles et ceux qui ne sont pas sensibles forcément à l'art, mais il y a 3 œuvres majeures d'un artiste genevois, John Armleder,
Et jetez-y un œil si vous y passez. Il y a des choses, il y a des néons, il y a des œuvres qui sont sur les murs. Enfin, là aussi, il y a des coups d'œil très intéressants. Et puis, au titre de l'actualité, il y a de la biennale d'art et de sculpture dans le parc des Eaux Vives, avec une vingtaine de sculptures à disposition gratuitement. Vous pouvez faire un tour pour découvrir des œuvres de Suisse et de personnes étrangères. Et puis, fort de tout ça, j'ai mis un accent particulier à un projet qui verra le jour en 2025, qui est celui d'un nouveau musée à Genève, qui ne sera pas en ville de Genève, pour une fois, qui sera au Grand Saconnet. Vous savez que nous avons la fierté d'avoir l'inventeur de la bande dessinée, M. Topfer, dont les œuvres sont en ville de Genève, à la bibliothèque de Genève. Et puis, entre les passionnés, entre ce fonds patrimonial absolument incroyable et le fait que nous étions à Genève, le premier canton à créer un CFC en bande dessinée et illustration, eh bien, nous avons décidé de monter un futur musée de la bande dessinée à la Villa Sarrazin. Et là, on regroupe effectivement des communes, mais aussi des passionnés. Le président de l'association étant ZEP, il a pu avoir toute une série de confrères et de consoeurs d'artistes. Et ça, c'est un chouette projet qui pourra se réaliser en collaboration avec la ville du Grand Saconnet à Sarrazin, juste à côté de Palespo. Un mot pour parler de sport, le temps passant. Vous dire qu'en termes de répartition entre le canton et les communes, le sport au niveau cantonal est principalement centré sur les infrastructures cantonales type Stade de Genève et puis surtout la nouvelle patinoire que nous attendons depuis de nombreuses années et qui sera donc triplement pour fin 2028 une nouvelle arena complète avec 2 glaces et un nouveau dispositif, le crédit d'études ayant été voté par le Parlement en janvier. Nous sommes en train de préparer le cahier des charges, mais là on a 8500 places qui seront disponibles également pour des activités type tournoi européen ou autres qui pourraient s'y dérouler, parce que là on peut facilement recourir à la glace et faire en sorte que nous ayons là effectivement encore une fois quelque chose d'accessible, de populaire et de répondant aux besoins. On pourra ainsi redonner la glace des Vernets à ceux qui veulent la pratiquer. Je vous ai dit un mot sur les communes, avec le souhait de ma part de travailler sur l'amélioration de nos relations, mais aussi des compétences que les communes peuvent et doivent assumer à mon sens. Là-dessus, il y a des belles avancées. Je vous ai parlé de la loi sur les seniors, de la loi sur les personnes qui sont sans abri. On travaille aussi à un autre programme nous permettant là aussi d'ancrer des réponses communales pour compléter le dispositif. 45 communes à Genève, inévitablement la question va se poser de la fusion. Alors on me dit comment est-ce que tu vas faire? Je dis, moi je ne vais rien faire, je ne peux rien imposer. Je sais d'avance qu'imposer une fusion sera courir à l'échec. En revanche, il y a des intérêts, autant les accompagner et les appuyer. Mais ça va être effectivement un prochain débat, je pense la prochaine législature, sur la question des communes. Enfin, pour conclure, vous l'aurez compris dans mon propos, moi qui suis engagé en politique depuis les années 2000, plusieurs convictions. Celle tout d'abord de connaître un service public fort, ne pas dire préhistorique, mais agile et capable de répondre aux besoins d'aujourd'hui. La raison pour laquelle je m'attache à travailler sur des lois fondamentales, celles qui sont pas juste du feu de paille, mais c'est qui structurent des relations entre les habitantes et les habitants et l'État. Je crois aussi très fort à cette notion du service public, parce qu'il permet de rapprocher le citoyen du pouvoir politique. Et plus il s'en éloigne, plus nous créons des situations d'extrémisme,
et je pense de danger civil. Et sans vouloir être particulièrement audacieux, je pense qu'on peut répondre à une partie de cela en ayant un service public de qualité et répondant aux besoins. Je crois aussi très fort au rôle des associations. Trop souvent encore, j'observe que les associations ont cette volonté de répondre aux besoins de l'État, et donc d'accepter des contrats de prestation. Moi, État, je n'arrive pas à faire ce que je devrais faire, et donc je délègue à une association, ce qui nous arrange bien. Un phénomène que je perçois, c'est qu'une association à la base, et si elle a été créée avec autant de facilité dans notre droit suisse, c'est parce qu'il permet de créer un dispositif d'écho ou une chambre d'écho des habitantes et des habitants de la société civile. Et lorsque une association est particulièrement préoccupée, confrontée à répondre aux besoins de l'État, elle oublie un des phénomènes historiques d'une association, qui est celle de faire vivre la société civile, d'être sa chambre d'écho. Combien est-ce qu'on voit des associations en difficulté d'aller chercher des membres, de les intéresser à la vie de l'association? Je parle pas je parle aussi de celles qui œuvrent pour l'État, mais une association de quartier, une maison de quartier, une bibliothèque, et que sais-je, a un rôle aussi d'être cette chambre d'écho nécessaire à faire évoluer la réponse par des besoins. Et en ce sens, je pense qu'on a à Genève un défi autour de cette démocratie. On connaît notre taux de participation aux élections et votations communales, cantonales et fédérales. On a des enjeux autour de la capacité à répondre aux décisions populaires. Je pense à des étrangères et des étrangers, par exemple, qui n'ont le droit de vote que pour le niveau communal, par exemple. Mais aussi, je réfléchis à la façon dont nous pouvons compléter le dispositif de démocratie tel que nous la connaissons aujourd'hui, avec des cercles ou des moyens pour attirer d'autres personnes, intéresser d'autres personnes à participer à la vie de leur quartier. On a monté un dispositif, là encore pilote, avec l'Université de Genève, pour aller chercher vous connaissez, si vous êtes un peu intégré dans les vies associatives, il y a toujours des gens qui spontanément se proposent et donnent volontiers de leur temps. Et puis il y a celles et ceux qu'on ne voit jamais. Et je m'intéresse toujours à ces invisibles. Comment est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'une mère célibataire avec des enfants peut s'intéresser à la vie de son quartier alors qu'elle-même elle est en situation de stress permanent entre 6 h du matin et le 23 h à devoir gérer sa vie et celle de ses enfants? Donc il y a pour moi vraiment une conviction profonde que d'amener toujours les associations à se poser des questions, de savoir comment est-ce qu'ils vont chercher ces invisibles, comment est-ce qu'ils peuvent trouver, au travers de cette démocratie-là, la capacité de répondre à leurs besoins. Et de leur donner, évidemment, la capacité aussi de dire quelque chose de ce qu'ils vivent, et donc, du coup, de nous enrichir à un niveau politique au sens large du terme, pas forcément partisan. J'ai été un tout petit peu plus long que prévu. J'en suis navré, mais j'arrive gentiment et assurément à ma dernière présentation. Merci pour ce tour d'horizon très complet. Combien de collaborateurs? 550 en direct. Très bien. Les questions? Merci de vous annoncer et de poser la question. Bref, pour des réponses. Très bien. Bonjour Monsieur le Conseiller d'État, merci en tout cas pour cette belle présentation. Vous avez mentionné le rôle important des seniors, vous avez mentionné les jeunes. Comment vous voyez à votre niveau des échanges intergénérationnels sur ces deux écarts d'âge en fait dans la société? Merci. Merci à vous. Et, on peut être dans l'injonction et se dire c'est vachement bien. C'est pas toujours évident. J'ai connu des expériences où, en
disait ah bah, c'est vraiment chouette, à l'EMS on va faire venir des classes entières pour manger à midi. Comme ça ils vont pouvoir se parler. Dans des faits, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que la classe ou le groupe d'élèves est dans une situation à faire du bruit, à vouloir se... Voilà, et puis les personnes âgées ont d'autres talents à ce moment-là. Donc il faut aider à la rencontre, fabriquer un peu d'occasion de se rencontrer, de travailler ensemble, non pas artificiellement, mais en posant quelque chose. Et j'ai été très impressionné par un nouveau dispositif à Nancy qui s'appelle le Pont Rouge, le nouveau quartier au-dessus, enfin, juste avant de monter sur la rampe de Nancy, où là vous avez un dispositif multigénérationnel avec des personnes en situation de handicap, des personnes valides et des jeunes. Et typiquement, le deal de départ, c'était de dire, toi qui es en études, tu peux payer un loyer, mais pas beaucoup, pas au prix du marché ordinaire. Alors on te propose un loyer abordable, très abordable, et en compensation, eh bien, tu donnes, je ne sais plus si c'est 1 heure ou 2 heures par semaine, pour une personne. Et puis ce match-là, ce duo-là, peut tout à fait être riche d'enseignements, de rencontres, ne serait-ce que pour manger à midi, une fois ensemble. Et voilà, à Meignier, on a aussi un centre intergénérationnel. Donc en gros, ma réponse est de dire, ne soyons pas naïfs, mais créons des moments, ou des situations de rencontre où on peut s'apporter mutuellement. Je crois très fort, pour terminer là-dessus, aussi à la situation des travailleurs un peu âgés en entreprise et qui peuvent beaucoup apporter aux plus jeunes, de par leur expérience, leur savoir, la façon d'entreprendre un problème. J'ai toujours beaucoup de passion à écouter comment quelqu'un qui a bourlingué dans sa vie est capable de trouver effectivement des mots pour expliquer comment s'en sortir dans un problème. C'est fascinant de voir comment les choses se passent, et il faut encore là aussi provoquer et admettre ce phénomène de rencontre. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît. Merci de dire qui vous êtes. Je m'appelle Karina Brashkovic, je suis titulaire de la plateforme My Neighborhood Network, avec laquelle j'aimerais bien aider les personnes que j'appelle social waste. Ça veut dire j'aimerais bien progresser dans tout votre projet et trouver une jolie solution. Vous avez une très bonne créativité pour toutes ces lois. Malheureusement, je vois en effet que les personnes qui doivent être aidées, ils trouvent grande difficulté d'obtenir résultat de toutes ces lois. S'il vous plaît, je peux vous demander la question, pas une présentation. Donc, j'ai beaucoup de questions, mais celle-là qui me touche plus, c'est j'aimerais savoir quel est votre projet pour les femmes que vous avez nominées récemment, célibataires, divorcées avec les enfants, pour les donner une éducation stable. Pour les aider pratiquement d'avoir une éducation dans la science, technologie, l'ingénierie et la technique. C'est assez précis comme Ça, c'est qu'est-ce que ça me touche plus. J'ai bien pensé que c'était une situation proche de vous. Lorsque j'ai évoqué la nouvelle loi sur l'aide sociale, on a mis un accent particulier sur l'insertion professionnelle. Et un des éléments que nous avons, c'est de travailler sur les freins au retour à l'emploi. Il y a des questions d'aide, il y a des questions de santé, il y a des questions de réseau, il y a des questions d'opportunités. Et là aussi, pour créer ces opportunités, on a créé une agence de placement qui s'appelle TRT, qui permet de créer effectivement des relations entre les employeurs et des bénéficiaires. Parce que tout seul, et j'en ai rencontré beaucoup, quand ils écrivent à des employeurs, ils ne savent pas toujours des réponses. Et on a quand même un phénomène de concurrence importante dans un marché de l'emploi. À Genève, c'est une réalité.
quand vous ouvrez un poste dans vos entreprises, vous savez bien, vous avez 200, 300, 400 demandes. Et puis, c'est 200, 300, 400 personnes qui sont concurrentes. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter les capacités, pas les capacités, les possibilités d'accéder à de l'emploi? Il y a cette agence qui met en relation des patrons avec les bénéficiaires. Il peut aussi y avoir des associations que nous soutenons financièrement. Alors, peut-être pas dans le domaine très précis que vous avez mentionné, mais d'une manière générale, en complétant le dispositif de l'aide sociale avec des dispositifs très précis sur l'insertion professionnelle, eh bien, on arrive à répondre à la possibilité. Merci beaucoup. Merci. Peut-être je me suis mal exprimée. Je n'ai pas parlé seulement un droit pour le travail, mais un droit pour l'éducation. Parce qu'on est dans une nouvelle technologie et les personnes qui ont 40 années, les femmes, c'est un peu difficile à utiliser les moyens technologiques et tout ça. Je parle d'éducation, pas de D'accord, je n'ai pas compris votre oui. intervention. Donc, si je comprends bien ce que vous posez comme question, c'est des personnes qui sont éloignées de l'habitude du numérique. Comment est-ce qu'on peut les aider? Les mathématiques et tout ça, parce qu'ils n'ont pas le temps pour avoir cette éducation. D'accord. Et bien là, pour moi, il y a des solutions qui existent, qui sont déjà bien actives au travers d'associations qui mettent en relation effectivement des personnes, des cours notamment, pour des personnes qui en ont besoin, sur l'informatique, le net, les emails, les paiements par électronique. Les recherches d'emploi se font de plus en plus par électronique, y compris les entretiens. Et là, dans différents quartiers, vous avez des possibilités de ces cours informatiques ou d'approches numériques qui existent. Alors, je ne sais pas quel est votre quartier, quel champ on peut en parler après, mais il y a plusieurs initiatives de ce type-là, plutôt associatives, c'est vrai. Mais on ne peut pas utiliser les On va passer peut-être, vous aurez l'occasion après de revenir. Merci beaucoup. D'autres questions? Peut-être juste un élément qui pourrait faciliter beaucoup de situations qui résultent notamment du divorce, donc je parlerai après, c'est les prestations complémentaires. Vous avez dit que c'était un poste important dans votre budget, et on voit en pratique que s'agissant notamment de personnes en situation de divorce ou de séparation, elles ont besoin d'aide. Mais malheureusement, on leur répond en général, divorcez d'abord et puis on verra. Ce qui n'est pas forcément une bonne approche pour les gens. Donc si vous pouviez simplement dans cette situation-là inciter les services sociaux ou ceux qui s'occupent plus particulièrement des prestations sociales, de ne pas faire cette réponse. Et de dire, si vous divorcez puisque vous venez avec un budget, etc., voilà ce qui pourrait être envisagé. Si vous faites déjà cette directive ou cette approche, ça facilitera déjà beaucoup la situation qui est très problématique pour beaucoup de gens qui ont des revenus très bas, voire pas du tout, parce qu'on leur dit, ah ben, vous reviendrez dans 6 mois quand vous serez divorcé, ce qui est évidemment pas une situation qui peut les satisfaire, ni satisfaire le juge, on sait rien, on ne sait pas. Alors bien sûr, il n'y aurait pas de garantie, mais au moins de dire, selon ce que vous nous dites, vous pourriez vous attendre à ça. Est-ce que c'est peut-être une suggestion que je vous fais? Et dans l'autre aspect aussi, parce que c'est dans le canton de Vaud, c'est dans le canton du Valais, où justement dans les situations de divorce compliquées, on arrête avec ces procédures à plus pouvoir, où précisément là, il y a les services sociaux ou d'autres, mais enfin là, vous avez votre rôle avec votre département, pour faire en sorte que les situations difficiles puissent faire l'objet d'un consensus, d'un dialogue avec des gens compétents. Pour trouver un appartement, vous avez déjà plein de dettes,
vous l'avez dit vous-même, c'est impossible. Donc d'essayer de trouver des solutions pratiques, soit en avançant un peu, en sachant quelles pourraient être les aides, et d'un autre côté, de désamorcer les problématiques par un dialogue avec tous les intéressés. Maintenant, il n'y a pas de dialogue, c'est le juge s'en contrefiche parce qu'il fait ça à longueur de journée ou à peu près, c'est un dossier comme un autre. Donc il y aurait peut-être dans ces situations-là, horizontales comme vous le dites, quelque chose qui pourrait être fait, non? C'est la question. C'est la question, et la réponse est oui. J'en suis convaincu, et c'est ce qu'on appelle une médiation. Il y a des phénomènes, notamment en Europe du Nord, où vous avez l'obligation de passer d'abord par un espace de médiation avant de déposer la demande de divorce, pour justement commencer à régler les situations conflictuelles en amont du juge. Et je sais que la conseillère d'État, Anne-Marie Torra-Santa, nous l'a proposé comme étant quelque chose que nous devons faire évoluer en droit genevois, que les contacts ont été pris avec le pouvoir judiciaire pour formaliser un peu cette idée-là et voir comment et à quelles conditions pourrait-on réaliser cet objectif justement de médiation avant une procédure. On sait qu'un divorce d'un commun accord est quand même un divorce plus facile à accepter pour tout le monde et en particulier pour les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question sur les votes. Donc on sait que les gens âgés votent, plus âgés votent plus, les jeunes votent beaucoup moins. Comment est-ce qu'on peut encourager les jeunes? Vous avez parlé des associations, etc. Mais comment est-ce qu'on peut encourager les jeunes à s'intéresser à la vie publique et comprendre leur intérêt, mais personnel, dans les décisions que le Conseil d'État est en train de faire? Je suis d'accord avec cet objectif. Une personne de 70 ans et plus vote 4 fois plus qu'un jeune de 25 ans. Et ça, nous le savons, 4 fois plus. Donc on a un enjeu évidemment aussi de ne pas lâcher ces jeunes, même si nous avons plusieurs défis. Le premier, c'est de combiner une construction personnelle d'un avenir avec une société. Et souvent, les gens ont besoin de mettre leur énergie là où il y a des résultats immédiats, c'est-à-dire trouver un appartement, un boulot, faire ses études. Et la question de la vie de la société se déroule généralement après. Et tout l'intérêt, c'est de développer effectivement cette appétence pour la vie collective avant qu'on se soit installé respectivement à l'âge de 70 ans. Et on mène plusieurs expériences. Ciné Civique en est un. C'est des jeunes qui parlent à des jeunes avec des moyens d'affiches ou de vidéos. Et là, c'est un bon moyen, c'est un bon média, parce que du coup, ce sont des jeunes qui ont un langage et qui sont généralement assez créatifs. Et chaque année, nous distribuons un prix en vidéo et en affiche pour marquer effectivement l'appui du canton à ce type d'initiative. Ça a tellement bien marché à Genève que désormais les cantons romands s'y intéressent et participent évidemment à cette activité ciné-civique. Je crois aussi très fort au fait que nous utilisions chaque possibilité pour ancrer la question du collectif. Je pense à cette cérémonie que nous avons certainement toutes et tous connue, en tout cas celles et ceux qui ont grandi à Genève, des promotions citoyennes. Où à 18 ans, quand on arrive enfin à la majorité, eh bien, on a généralement une réception par sa commune. Eh ben, c'est un bon moyen d'intéresser évidemment, de dire que ça existe. C'est sympa de faire la fête, c'est sympa de manger un bout, c'est très sympa de voir le spectacle, c'est aussi très sympa de voir des élus. Et en fait, en étant active et actif dans ce genre de soirée-là, on démystifie aussi la question de l'élu, de pouvoir discuter avec des conseillers et des conseillers municipaux, avec les maires et avec d'autres, permet effectivement aussi de s'y intéresser. Mais fondamentalement, effectivement, la préoccupation que les jeunes ont aujourd'hui, à un moment donné de leur vie, est principalement consacrée à la construction de leur propre carrière. Et donc, cet équilibre-là n'est pas toujours simple à trouver. Il ne faut jamais lâcher. Est-ce qu'il y a un parlement de jeunes à Genève?
Il y a un Parlement des jeunes à Genève qui a fêté ses 20 ans. Il y a plusieurs parlements communaux. Ce sont des graines de politique, on le sait. Leur travail, c'est parce que là, les jeunes qui arrivent sont déjà prêts, quoi. Ils sont intéressés. On a un article dans la Tribune d'aujourd'hui du plus jeune maire du canton, Bruno da Silva, à Tonnet. Il est rentré par là. Il a eu le virus de la politique en étant actif au Parlement des jeunes de la ville de Tonnet. Puis aujourd'hui, il est maire à 25 ans. Donc oui, c'est une autre occasion de rencontre qui permet effectivement d'arriver à ces intérêts-là. Le rôle de la famille aussi, d'expliquer ce qu'est la politique, d'en parler positivement, et combien on entend parler aussi des parents qui disent bon, de toute façon la politique, ça ne m'intéresse pas. À force d'entendre ça, et les enfants n'ont pas beaucoup d'intérêt non plus. De toute façon, ils sont tous pourris, c'est politique. Et puis, voilà, ça fait partie d'un ensemble de préoccupations à créer. Mais je suis d'accord avec toi, il y a une. C'est pour ça que j'essaye de travailler sur d'autres formes de démocratie, parce qu'on sait que les jeunes, quand j'étais à la mairie, j'étais très très appliqué à leur dire, moi j'ai créé les permanences du maire. Chaque premier samedi du mois, je recevais en tant que maire tout le monde qui le souhaitait sans rendez-vous. Et ça, évidemment, ça se sait, c'est une habitude maintenant, et c'est bien, mais du coup les jeunes venaient me dire on veut un terrain de basket, on veut ci, on veut ça. Très bien. Formidable, monter un club de, je ne sais plus comment ça s'appelle, un sport de combat, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils voulaient une salle. Très bien. Mais la condition, c'est que vous montiez en association. D'abord parce que pour verser une subvention, cas échéant, je ne la verse pas à un individu, à une structure collective. Mais pourquoi ça m'intéressait? Parce que je les obligeais à s'organiser collectivement pour répondre à des problèmes. Et donc, en montant une association, eh bien, ils créer cette habitude de devoir partager le pouvoir, de s'y exercer, de connaître évidemment cette notion de groupe, et puis de dire ah ouais mais c'est pas sûr que ça dure, c'est pas grave, 7 ans, 2 ans, c'est pas grave, ils ont eu pendant 2 ans une habitude d'une vie associative, et ça on en a créé vraiment une flopée, parce que c'était une occasion de tester cette démocratie. Alors elle n'est pas représentative au sens du droit, mais elle est extrêmement enrichissante en termes de démocratie. Pardon, j'étais un peu long. Parfait. Si tu me permets une dernière question. Oui. Si nous pouvons avoir autant de belles argent à dépenser dans la cohésion sociale, c'est que les entreprises fonctionnent bien à Genève. Je n'ai pas tellement entendu dans ce discours comment elles sont impliquées dans tout ce qui est fait à la cohésion sociale. Peut-être un mot là-dessus? Elles le sont de manière extrêmement claire. Je ne parle pas des contextes économiques et fiscaux qui s'opèrent dans le canton. J'ai appuyé RFFA et je pense que c'était effectivement une bonne occasion de garder des entreprises à Genève. Ma fonction et ma responsabilité est de permettre à des gens de se rapprocher du monde de l'emploi, de les aider à s'approcher de la porte d'entrée. Mais assurément, c'est pas moi qui vais la pousser, et assurément, c'est pas moi qui vais l'ouvrir. Ce sont les entreprises. Et les préoccupations oui, bien sûr, c'est les entreprises qui vont engager les bénéficiaires de l'OCE et de l'Hospice Général. Donc comment est-ce qu'on peut les aider à franchir effectivement cette porte? Les entreprises ont besoin d'être accompagnées et rassurées dans une telle aventure. Parce qu'elles ont des enjeux qui sont liés au fonctionnement de leur entreprise. Et prendre un apprenti, prendre un stagiaire, prendre un bénéficiaire qui est un peu éloigné du marché de l'emploi, c'est prendre un risque. Et donc comment est-ce qu'on peut limiter ce risque? Eh bien, c'est de créer des structures qui accompagnent ces personnes concernées, et les patrons, et les patronnes dans cette aventure commune. Et ça se fait à des petites échelles qu'on aimerait bien développer, c'est le sens et la philosophie vraiment de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité. Et les entreprises ont un rôle évidemment majeur à jouer là-dedans.
Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je sais pourquoi vous venez tous ici, les conseillers d'État. C'est parce qu'à la fin, on vous donne la baguette magique. Elle est à toi. Tu en fais quoi maintenant? Et la baguette magique, pour moi, elle est principalement centrée sur notre capacité à vivre ensemble. Là où je suis toujours perturbé, en particulier après Covid, c'est que pendant le Covid, nous, les autorités, avons dit et redit mettez-vous à distance, restez chez vous. On a renforcé ce côté très individuel de notre société. Et ma baguette magique me servirait à trouver et encore des moyens de créer du collectif, des occasions de rencontre, de faire la fête, pour recréer ce tissu dont nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand une personne de mon allée aux 38 Lignons, on n'a pas de nouvelles depuis longtemps, eh ben on se dit entre voisins, est-ce que tu as des nouvelles d'Aimée? Elle a 88 ans, elle est adorable, elle habite toute seule. On se tient au courant entre voisins. Mais ce phénomène-là, il ne se crée pas comme ça spontanément. C'est parce qu'on a créé des fêtes de voisins, parce que quand je pars en vacances, mon voisin il jette un coup d'œil à ma boîte aux lettres. Et tout ceci se crée à la base d'occasions. Et la baguette magique que tu m'offres me permettrait de créer ces types d'occasions.